Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur l'Islande. Je vous avais posté tout plein de photos sur Instagram pour ceux qui m'ont suivi. Et aujourd'hui je voulais vous en parler en vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails. Je savais que ce voyage allait changer ma vie dans le sens où j'allais apprendre à voir la vie d'une autre manière. Ce qui a été le cas, j'ai vraiment pu avoir de nouvelles façons de voir les choses et des ressentis différents. Déjà pour un petit peu poser la situation, je suis partie en groupe avec un groupe de 7 autres personnes que je ne connaissais pas. Donc du tout, je ne les avais jamais rencontrés. Eux s'étaient rencontrés avant sur Paris, mais étant au Cambodge à l'époque et donc à Bangkok maintenant, je ne pouvais pas faire le voyage pour les rencontrer, donc je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ce n'est pas moi qui ai organisé ce voyage, c'est une des 7 autres personnes avec qui je suis partie qui a fait un très bon travail. Merci encore Jonathan. Et donc j'ai payé 1300 € pour une semaine, donc 8 jours, 7 nuits, ou 7 jours, 6 nuits, bref, du dimanche au dimanche d'après. Et tout compris, sauf la nourriture bien sûr et l'essence non plus, mais toutes les excursions et les endroits où on dormait et le vol en partance de Paris. Donc je vais vous raconter, merci de ne pas vous moquer de ma prononciation parce que les mots islandais sont plutôt compliqués à prononcer. Je vais vous raconter en détail ce que l'on a fait. J'ai sur mes genoux l'itinéraire, donc je vais être obligée de lire en même temps parce que je ne saurais pas me rappeler des détails au fur et à mesure de la vidéo. On est parti. Le premier jour, déjà, il faut savoir que j'étais arrivée du Cambodge le 9 et on partait le 11 midi donc de Paris pour aller vers Reykjavik, capitale islandaise. Et déjà mon avion du Cambodge avait du retard et en plus de ça il y avait des tempêtes de neige à Paris, ce qui a fait que au lieu de décoller à 13 h le dimanche, donc le 11 février, on a décollé à 23 h le soir, donc on a passé approximativement une douzaine d'heures dans l'aéroport. On a été chanceux parce qu'il y avait, enfin dans notre malchance, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas pu décoller le dimanche. On a été logé entre-temps par l'aéroport dans un hôtel qui était plutôt sympa, donc bon, on s'en est finalement plutôt bien sorti. Et le soir à 23 h au moment de décoller, donc on a pu décoller, la tempête s'était calmée et en arrivant à Reykjavik, alors déjà moi qui suis habituée à 35 degrés, je vous raconte pas quand je suis arrivée à Paris, premier point c'était compliqué, mais alors quand je suis arrivée là-bas, j'ai pas vraiment de mots, je me suis transformée en glaçon, tout simplement. Et la tempête n'était pas encore finie, il y avait beau avoir des déneigeuses partout parce que en France on a 3 cm de neige, tout le monde est paralysé. Là-bas il y a des mètres de neige, pas des centimètres. Et il y avait des déneigeuses vraiment de partout. Malheureusement il était déjà tard, il était 1 h 30 du matin. Parce qu'il y a 1 heure de décalage horaire, 1 heure de moins là-bas. Donc il était 1 h 30 du matin et la voiture de location que l'on avait prise pour pouvoir aller sur Reykjavik ne pouvait pas circuler parce que il y avait les routes qui étaient encore tout enneigées et on a eu du pot, encore une fois dans notre malheur, parce que les routes ont commencé à être déneigées vers peut-être 4 h du matin, donc le temps de faire le contrat de location de la voiture, etc. Il était 4 h du matin et au final le temps d'arriver au Airbnb que l'on avait loué, il était 6 h du matin, donc j'avais déjà le jet lag en pleine face du Cambodge et en plus on s'est recouché à 6 h du mat pour se relever à 9 h approximativement. Donc les 2 premiers jours ont été sacrément difficiles au niveau de la fatigue. Mais on s'est levé à Reykjavik, il faisait extrêmement froid bien sûr, mais heureusement j'avais une super doudoune donc ça allait. Truc à ne pas louper quand on part en hiver, les chaufferettes pour les mains, ça m'a sauvé la vie, surtout pour le trek sur le glacier, je vais vous en parler après. Les crampons, ça a été quelque chose qui a été vraiment hyper utile. Si j'avais 2 choses vraiment à prendre pour l'Islande, ça serait pas les chaufferettes, ça serait des crampons et les moon boots que le mari de ma copine en France m'avait prêté en voyant mes chaussures en me disant non mais tu vas pas aller en Islande avec ça. Heureusement qu'elle me les a prêtés parce que sinon j'aurais pas tenu la semaine, donc heureusement que j'avais des moon boots qui allaient dans la neige, qui faisaient 3 pointures de plus que mon pied, mais c'était pas grave. Ça m'a permis d'apprécier l'Islande alors que si j'avais pas eu ça, je pense que je l'aurais vraiment pas apprécié. Donc on est parti pour le détail de la semaine. Donc pour le détail, le premier jour on était censé arriver à Reykjavik en après-midi, ça a été un peu râpé, on est arrivé le lendemain, enfin en pleine nuit.
On devait faire le lendemain, prendre la route pour la péninsule de Snaefellsnes, alors pardon pour ma prononciation, située au nord-ouest de la capitale. Néanmoins, on a eu peu de chance parce que on avait des tempêtes de neige les 2 premiers jours, donc on a pu arriver jusqu'à cette péninsule, mais on n'a pas vu grand chose parce que c'était vraiment une tempête. Quand on parle de tempête, c'est pas 3 flocons qui se battent en duel, c'était impossible de voir à 15 mètres de vent, donc des vraies grosses tempêtes avec des rafales de vent vraiment qui faisait qu'on ne pouvait pas marcher dehors, donc, et en plus on ne pouvait pas voir, on ne pouvait rien faire, donc obligé de rester à l'intérieur de la maison. On a pu repartir que le lendemain matin, donc ça c'était le mardi matin, parce que du coup on était arrivé le lundi matin à Reykjavik, on a fait de la route pour arriver jusqu'à la péninsule dans la journée de lundi, et le mardi matin on a repris la route. C'était vraiment très très beau sur cette péninsule parce qu'il y avait la vue sur l'eau, et avec la neige et la tempête de neige, c'était vraiment très 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 joli. Ensuite, le mont Kirkjufell et sa cascade. Alors, on n'a pas pu le voir parce que y avait la tempête. Ensuite, on devait faire du whale watching, donc comprenez voir des baleines. Malheureusement, à cause de la tempête, encore une fois, ça a dû être annulé, donc on n'a pas pu faire cette excursion et je ne pourrais pas vous en parler. Ensuite, en début d'après-midi, nous commencerons notre descente vers le sud et nous approcherons de la ville de Logarvatn pour passer la nuit dans cette région. Éloignés des villes, nous veillerons à regarder le ciel et à la recherche des aurores boréales. Alors, c'était très très beau. L'endroit où on a dormi, c'était sur mon Instagram, vous verrez, c'est une petite sorte de chalet. C'était vraiment magnifique. On n'a pas vu d'aurore boréale de tout le séjour, donc n'attendez pas que j'en parle. Il n'y en a pas eu, sinon je les aurais mis sur Instagram. J'y allais d'ailleurs pas que pour ça, mais en partie pour ça. J'ai eu la chance de voir d'autres choses et de vivre d'autres choses, c'était très bien. Mais voilà, j'ai pas vu d'aurore. Et la ville, effectivement, était vraiment très jolie. Ensuite, le jour 4, cascade de Gullfoss et la ville de Geysir. Alors, Geysir, en fait, c'est de là d'où vient le nom de Geyser, de la ville de Geysir, où il y a donc un geyser qui s'appelle Geysir. Et c'est un geyser qui fait jusqu'à 20 mètres de haut et qui sort toutes les 5 à 10 minutes environ. Et c'est vraiment, vraiment très très beau. Ça faisait partie des choses que j'avais vraiment envie de voir là-bas. C'est assez impressionnant. Je vous mettrai une photo, soit là, soit là. Et c'était vraiment, vraiment magnifique. Et c'était incroyable de voir à quel point c'était un point énergétique de la Terre pour dépressuriser, je vais dire ça comme ça. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et à cet endroit-là, on sentait vraiment que l'énergie cosmotellurique et le réseau Hartmann étaient extrêmement différents des autres endroits que j'ai pu visiter. Ensuite, nous continuerons notre route plus au sud pour découvrir l'impressionnante chute de Skogafoss. Eh ben, on n'a pas pu la voir parce que la route était bloquée encore par de la neige qui n'avait pas été dégagée. Ensuite, on a passé la nuit à Skogar, donc je vous mettrai je trouve pas mon mot, l'appellation, enfin la manière dont ça s'épelle en haut. Je sais qu'on ne dit pas l'appellation, mais je trouve plus le mot. Le jour 5, je crois que ça a été, donc le jeudi, c'était vraiment le jour que j'ai préféré. Le matin, on a fait une randonnée sur un glacier. Je vous ai bombardé de photos sur Instagram parce que ça a été vraiment extrêmement important pour moi cette journée. C'était vraiment, vraiment magnifique. Donc l'endroit s'appelait Soleimajökull. C'est le nom du glacier. Et en fait, on a fait une randonnée d'environ 3 heures, 2h30 à 3 heures dessus. Alors, on a plus de temps d'équipement parce qu'on se retrouve super sexy avec des harnais autour des hanches, un piolet et un super casque de chantier. Je vous avais mis d'ailleurs les photos sur Insta dans la story. C'était vraiment pas classe du tout. Par contre, la randonnée était vraiment merveilleuse. En fait, il parle de la construction du glacier et du fait qu'il y ait des strates. Quand il y a des volcans qui sont en éruption, il y a la cendre qui tombe sur le glacier et en fait, le glacier avec l'eau de pluie et la neige se reforme par-dessus la cendre et du coup, ça fait des strates qui sont noires à l'intérieur du glacier. C'est vraiment magnifique. On dirait une pierre précieuse de taille gigantesque. Si j'avais pu en amener chez moi, ça aurait été génial. Malheureusement, ça fond. Mais c'était, je crois, une des choses les plus jolies que j'ai pu voir dans ma vie. Alors que pourtant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mais cette randonnée, ce trekking sur le glacier a été vraiment, vraiment merveilleux.
Et ensuite, on a continué notre route en début d'après-midi afin de découvrir la plage de sable noir de Reinisfjara avec un orgue de basalte. Là aussi, je vous ai mis des photos. La plage, le sable est noir à cause de la cendre du volcan bien sûr, mais pas que. En fait, il y a des micro-graviers qui sont noirs. Ça m'a fait penser d'ailleurs pour ceux qui sont allés en Grèce et qui auraient vu les gorges de Samaria. Au bout de la gorge, il y avait une plage de sable noir et c'est vrai que ça y ressemblait. C'était vraiment merveilleux. Il fallait faire extrêmement attention parce que les vagues étaient extrêmement violentes. Il y a eu beaucoup de morts sur ces plages parce que en un quart de seconde, avant même qu'on s'en rende compte, la vague revient sur le bord de la plage et a une force de tir qui est énorme. Et il y a cet orgue de basalte, c'est des pierres qui sont sous forme carrée. Je vous mettrai une photo là ou là, encore une fois, pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et je crois que c'est ce moment-là, en tout cas entre le glacier et cet après-midi-là, où ça a vraiment changé ma vie parce que je regardais la force des vagues. Et je sais pas comment expliquer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là avec des mots humains, c'est compliqué. Mais l'eau, elle en a rien à faire de ce qui se passe autour, elle en a rien à faire des gens qui viennent dedans, qui la dérangent ou quoi que ce soit, elle vit sa vie, elle avait une force. Je sais pas comment vous l'expliquer, si jamais j'arrive à trouver une vidéo de cette plage-là, j'essaierai de vous la mettre, mais c'est vraiment ce moment qui m'a bouleversée intérieurement parce que je me suis posée sur ces roches de basalte à regarder la mer et ça a vraiment été très très important pour moi. Donc c'était voilà, un des endroits que j'ai préféré en Islande. Ensuite, le jour 6, donc le vendredi, il y a eu la grotte de Jökulárson. Alors, c'est une des excursions qui a été, pardon pour le son, qui a été jolie, mais que je n'ai pas trouvé utile dans le sens où c'est très joli, je dis pas l'inverse, mais c'est extrêmement touristique. Ça coûte très très cher. Je ne saurais pas vous dire le prix exact parce que moi j'ai payé le prix du package, mais si je vous dis pas de bêtises, c'était dans les 150 € pour visiter cette grotte. Alors oui, on a des sortes de trucks 4x4 immenses qui roulent dans la plaine avec les neiges et la neige et que effectivement sans ce truck, on pourrait pas aller jusqu'à la grotte, etc. C'est des grottes qui se sont formées dans le glacier. Alors oui, c'est beau, mais ça vaut pas ce prix. Et ce que l'on paye, c'est la gentillesse du mec qui conduit le truck, parce qu'effectivement, il était génial. Et en plus, il a tourné dans Game of Thrones. Donc ça, c'était cool, parce qu'il nous a raconté les scènes de tournage, etc. C'était top. Il nous a fait découvrir de la musique islandaise. Ça aussi, c'était super top. D'ailleurs, je vous mettrai quelques titres, soit ici, soit en barre d'infos. Des titres islandais qui nous a fait découvrir et que j'ai beaucoup aimé. Mais la grotte en elle-même, sur les photos, on dirait qu'il y a au moins 70 à 100 mètres carrés. En fait, en vrai, mon œil d'architecte me dirait qu'il doit y avoir 25 à 30 mètres carrés. Et il y a tellement de gens et de touristes à l'intérieur que du coup, on ne peut pas vraiment apprécier. Alors, c'est joli, la couleur est belle. Néanmoins, je trouve que la visite du glacier vaut vraiment, vraiment plus le coup. On peut tout aussi bien voir la glace, mais sans se mélanger à des centaines de touristes et sans pour autant avoir à dépenser ces sous-là. Par contre, le chemin que l'on a pris pour aller jusqu'à la grotte, c'est un chemin où il y a eu des scènes qui ont été prises pour Game of Thrones déjà, et en plus de ça, c'est le seul endroit où j'ai pu voir des EDN, donc êtres de la nature, pendant mon voyage parce que effectivement il n'y avait pas vraiment d'EDN pendant le voyage parce qu'il faisait froid et que oui, les EDN hibernent. Je ne le savais pas. Donc c'est un des seuls endroits où j'ai pu en voir. Pour ceux qui ont vu la forêt des trolls dans La Reine des Neiges, c'était la même forêt avec des sortes de cailloux qui étaient vivants. Voilà, donc ça c'était super top. En fin de journée, après avoir passé du temps dans la grotte, on est allé sur la plage, la lagune de Jökulárson, donc la même lagune où il y a le glacier et la grotte de glace. Et ça a été sublime par contre, c'est une sorte de lagune où il y a des blocs de glace qui se détachent du glacier et qui viennent s'échouer sur la plage. Et en plus, on a eu de la chance de voir des phoques. Donc c'était vraiment magnifique, il nageait à, je sais pas, je dirais 5 à 10 mètres du bord, il dansait pour nous et ça c'était vraiment vraiment très très beau. La plage, on aurait dit que c'était une plage de diamants, c'était vraiment magnifique, ça fait partie des choses que j'ai extrêmement aimées en Islande, donc la lagune de Jökulárson.
Ensuite, le dernier jour, on a repris la route parce que mine de rien, en faisant plein de petits points pour aller de Reykjavik jusque dans le sud, enfin je vous le fais dans le centre, dans votre sens à vous, de Reykjavik jusque à Jökulsárlón, on avait fait beaucoup de kilomètres et il fallait bien reprendre la route en sens inverse pour retourner à Reykjavik. Donc on a eu environ 5 à 7 heures de trajet pour rentrer, on a fait des petites pauses. Et le soir à 17 h, à pas loin de Reykjavik, donc c'était à Reykján, on a eu non, Reykján c'est le nom de l'endroit où on a passé la nuit, je vous dis des bêtises. Il n'y a pas le nom de la ville où il y a le Blue Lagoon, mais en tout cas je vous mettrai des photos du Blue Lagoon et vous pouvez facilement le trouver sur Google. Ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai vraiment aimé en Islande. C'est un lagon chaud avec du soufre à l'intérieur, c'est des sources naturelles qu'ils ont déviées pour pouvoir en faire une sorte d'endroit touristique certes, mais aussi une sorte de spa et c'est vraiment sublime. Après, en parlant de détails super sexy, ça aide pour tout ce qui est callosité, etc. Ça les rend toutes molles et elles s'en vont après. Enfin, c'est ce que ça a fait sur moi, donc je vous raconte ça. Et sinon, c'était vraiment agréable. On sentait que ça nettoyait le corps. J'ai trouvé ça top. Par contre, le moment où on est en maillot de bain et il faut traverser les 5 à 10 mètres avant d'aller dans le lagon, c'est dur. C'est très dur. Surtout quand on est habitué à 35 degrés et qu'on passe à -5, -7 dehors et à une eau qui est à 38, je crois, ou 41 degrés. Donc j'avais déjà fait des onsen au Japon que j'avais adoré. Là, ce qui est magnifique, c'est la couleur de l'eau. C'est un bleu qui est... je vous le mettrai en photo. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. C'est vraiment sublimissime. Voilà pour le dernier jour et le soir même on a dormi à Keflavik, donc c'est à côté de l'aéroport pour pouvoir partir le lendemain matin à 4 h du mat pour rentrer. Voilà, on a eu quelques galères avec la société de location parce qu'on s'est fait tamponner la voiture sur un parking et que donc on n'avait bien sûr pas pu faire de constat et donc on a eu des sacrées réparations à payer, donc ça c'est pas top. Mais en tout cas c'était un sublime voyage, j'ai appris pas mal de choses sur moi-même, le fait d'avoir été en groupe alors que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à être en groupe parce que non pas parce que j'aime pas les gens, parce que j'aime les gens, mais parce que je suis sûrement quelqu'un de trop franc et surtout quelqu'un de brut de décoffrage. Quand je pense quelque chose, je le dis. Et la bienséance voudrait que ça ne se passe pas comme ça. Qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas toujours dire, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je l'ai bien appris pendant ce voyage. Néanmoins, ça a été une belle expérience parce que le fait d'être en groupe mais aussi toute seule parce que j'avais pas d'amis dans ce groupe-là, ça m'a permis déjà de rencontrer de belles personnes, donc les filles si vous regardez la vidéo, et aussi ça m'a permis de me rencontrer encore plus moi-même, à comprendre certaines choses sur ma propre personne, à comprendre qui j'étais vraiment parce que mine de rien, quand je suis dans ma vie de famille, je suis toujours avec mon mari, ma fille, je passe pas du temps toute seule avec moi, si j'en passe quand je lis, quand je fais des choses, mais pas toute seule avec la nature. Et là ça a été particulier, la seule fois où j'étais partie toute seule c'était en Australie en 2010, donc ça fait longtemps. Et ça m'a fait du bien de me retrouver et de comprendre des choses, voilà. Donc si vous avez des questions sur l'Islande et que je peux y répondre, je me ferai un plaisir, mettez-les en commentaire de la vidéo. À très bientôt et si vous voulez d'autres renseignements plus complets, les compagnies aériennes qu'on a prises, etc., tout ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. À très bientôt.